connaît, c'est-à-dire entendu comme la négation d'un événement historique a fait attester, et l'exemple le plus connu, c'est la négation du génocide juif durant la Seconde Guerre mondiale. Les théories du complot seront ici définies comme une doctrine qui propose une vision de l'histoire ou d'un événement, soit une grande théorie du complot qui revisite l'ensemble de l'histoire, soit une petite théorie qui va interpréter un événement comme le produit de l'action d'un groupe occulte qui va à l'encontre de ce qu'on appellera la théorie officielle. L'exemple cardinal en la matière que je développerai, c'est les attentats du 11 septembre 2001 à New York, qui n'auraient pas été causés par l'impact des avions détournés par les terroristes du groupe Ben Laden, mais par autre chose. Voilà, d'autres, hein, il y a différentes théories du complot. Et il y a une innombrable quantité de théories du complot aujourd'hui, on en a, vous avez certainement ça en tête. Dernier domaine qui, pour moi, relève de cette même famille, c'est la gnotologie. Alors, la gnotologie, le terme a été forgé par l'historien des sciences américain Robert Proctor par analogie avec l'épistémologie. L'épistémologie, c'est la réflexion sur le savoir, l'épistémé. Et bien, la gnotologie, c'est la réflexion sur l'ignorance, sur la production de l'ignorance. C'est très intéressant. Comment se produit de l'ignorance, comment elle se produit soit parce que c'est propre à la démarche scientifique, évidemment, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. Il y a de l'ignorance parce qu'il y a de la science, il y a de l'ignorance, mais il y a aussi de l'ignorance délibérée. Il y a de la création délibérée d'ignorance, des marchands de doute, comme le disait ce matin Mme Masson-Delmotte. Et je vais essayer de montrer que négationnisme, théorie du complot et gnotologie procèdent d'une même rhétorique. Mon propos va être essentiellement de comprendre comment ça fonctionne, comment tout cela est argumenté autour de l'idée qu'il est plus facile de combattre ce genre de propos lorsque l'on sait comment ils fonctionnent. Tout commence par semer le doute. Là aussi, c'était une notion qui était introduite ce matin à propos des marchands de doute. Et pour semer le doute, la méthode la plus au point consiste à mettre en cause des supposées incohérences d'une version officielle. Alors, cette supposée incohérence est souvent mise en avant à partir d'un mode de raisonnement qu'on pourra qualifier d'hypercritique, qui va s'attacher à un minuscule détail et en faire des tonnes. À partir de ça, l'exemple typique, alors j'ai emprunté ces images au site français Reopen 9/11, qui est l'organe central du théorie du complot sur les questions des attentats du 11 septembre, et qui va nous lister 11 points clés qui tous visent à vous dire, si il vous est arrivé d'échanger 5 minutes avec un tenant de cette théorie, forcément à un moment arrivera dans la conversation l'expression « tu trouves pas ça bizarre, toi ?» point d'interrogation. Et tu trouves ça bizarre, toi, par exemple, alors que la défense antiaérienne américaine, nous dit-on, ah non, le pointeur se tient dans l'autre sens, voilà, que la défense antiaérienne américaine interceptait 100% des avions ayant survolé illégalement le territoire américain, comment se fait-il que les avions des pirates de l'air n'aient pas pu être interceptés par la chasse américaine? Ce qui est au demeurant une question légitime, mais ce qui est intéressant, c'est l'accumulation de ces questions. Alors, on va voir comment se fait-il que l'effondrement de ces tours s'est produit à une vitesse tout à fait inédite, que l'on ait trouvé de l'acier fondu, etc. Donc, il s'agit de semer le doute. Ce qui est intéressant, c'est que c'était exactement la méthode qu'utilisait Robert Faurisson, donc le plus célèbre des négationnistes français, et qui lance dans le débat public français le thème du négationnisme. C'est exactement la même chose. J'ai recherché dans cet article du Monde de 1978, alors vous serez peut-être étonné de voir que c'était des tribunes publiées par Le Monde à l'époque. Le Monde s'en est lui-même, à la fois expliqué et auto-excusé d'une certaine manière récemment, même s'il y avait des raisons très légitimes à cela, on pourrait y revenir dans la discussion. Donc voilà comment procède Faurisson pour semer le doute. D'une part, il nous fait état d'un débat historique. On nous a dit, pendant des années, dit-il, des milliers de témoignages, des milliers de témoins d'anciens déportés nous ont dit qu'il y avait des chambres à gaz dans l'ensemble des camps de concentration, et on apprend maintenant qu'il n'y en a pas dans tous les camps de concentration. Il fait ici allusion à une thèse d'histoire qui est soutenue en Sorbonne et qui est au demeurant une excellente thèse. C'était la première thèse d'histoire sur l'histoire de la déportation et en particulier des camps d'extermination. Sauf que cette thèse contenait une erreur historique massive, énorme, qui n'a pas été repérée ni par le juré et qui a mis longtemps à être identifiée. Cette thèse affirmait que seuls les camps situés sur le territoire polonais, donc Auschwitz, Majdanek, etc., avaient des chambres à gaz, mais que les camps situés sur le territoire du Reich, donc Mauthausen, Struthof, etc., n'avaient pas de chambres à gaz. Ce qui était faux, mais Faurisson va s'employer à
a utilisé ce débat, enfin ce qui n'est pas un débat, cette erreur historique, pour fonder son propos. Deuxième méthode de Forisson, deuxième extrait que je choisis de citer, et c'est absolument typique de cette pensée hypercritique qui choisit un détail anecdotique et qui en fait des tonnes. Vous pouvez lire ça. Pour gazer un seul prisonnier à la fois, les Américains ont besoin d'un certain volume, et il suit une série de calculs pour lesquels, selon lui, les chambres à gaz n'auraient pas eu la productivité, entre guillemets, nécessaire pour mener à bien cette entreprise de mort. Dernière illustration sur la manière de semer le doute. Alors ça, le prochain orateur le développera bien mieux que moi, donc je vais passer très vite. J'ai pris l'exemple du climato-scepticisme, entre guillemets, qu'on pourrait tout aussi bien appeler d'ailleurs du négationnisme climatique, et sur la manière dont il tente de semer le doute avec cette courbe dont on sait qu'elle est parfaitement erronée, mais qui mettait en avant, soi-disant, une stabilité des températures. N'est-ce pas bizarre? Alors, si on reprend la rhétorique d'un théoricien du complot, ça sera « Tu trouves pas ça bizarre, toi, que les températures soient stables alors qu'on dit qu'il y a du réchauffement ?» Tu ne trouves pas ça bizarre, toi, que l'Antarctique ne semble pas fondre? J'ai ici emprunté cela à Claude Allègre dans le livre auquel il était fait allusion ce matin, L'imposture climatique. Je ne développe pas plus la question du climat, je voudrais plutôt m'intéresser à une autre ressource rhétorique qui vise à la même chose, qui vise justement à semer le doute, à semer la confusion dans l'esprit de la personne à laquelle on s'adresse. Cette ressource rhétorique, elle est vieille comme la rhétorique, précisément, puisque c'est ce que Cicéron appelle le qui prodest, à qui profite le crime, à qui profite tel ou tel acte. Alors là encore, les tenants des théories de complotistes sur le 11 septembre ont de nombreuses idées sur la question. Le Pakistan semble un allié très suspect. Des délits initiés boursiers curieux suggéreraient que certaines personnes auraient eu intérêt à ces attentats. L'administration Bush elle-même, il y a eu un grand attentat, puisque ça lui a permis de mener à bien un grand avantage, pardon, de mener à bien ses projets de remodèlement politique du Moyen-Orient. Bref, chacune de ces hypothèses n'exclut pas les unes des autres, et c'est d'ailleurs bien la faiblesse rhétorique de ce genre de raisonnement, mais c'est l'idée de dire qu'il y a quand même des gens à qui ça a profité, et en semant ce doute, s'il y a des gens à qui ça a profité, est-ce que ce ne seraient pas des gens qui auraient facilité, voire organisé eux-mêmes ces événements? Exactement la même chose en matière du climat, où le GIEC, dont on parlait ce matin, on nous explique, j'ai tiré ça d'un blog climato-sceptique, que le GIEC fut créé à la demande du G7 par Mme Thatcher, qui avait eu fort à faire avec les mineurs britanniques et qui souhaitait développer l'énergie nucléaire. Or, on sait bien que l'énergie nucléaire émet moins de gaz à effet de serre, donc Mme Thatcher avait intérêt à développer l'énergie nucléaire, etc. Vous voyez parfaitement à quel point ce raisonnement est biaisé, mais là encore, il sert à entretenir le doute. Et même chose, là, je n'ai pas trouvé chez Forisson cet argument, mais j'ai trouvé ça chez un de ses précurseurs américains, qui nous explique que le Troisième Reich ne voulait l'immigration des Juifs, non leur liquidation. S'il avait voulu liquider, il n'y aurait pas en Israël 500 000 survivants. Donc c'est l'idée que l'État d'Israël a profité du génocide, ce qui a accéléré sa création. On ne va pas développer davantage ces arguments tout à fait détestables, mais ils sont là, comme je disais, pour semer du doute avant de proposer ce qui, dans la rhétorique de l'agnotologie aussi bien que des théories du complot du négationnisme, s'appelle des versions alternatives. Il y aurait une version officielle, ce que les négationnistes appellent une histoire officielle, et puis il y aurait des versions alternatives. C'est ce que Donald Trump appelle les faits alternatifs. On va là particulièrement loin. Autant on conçoit qu'une explication puisse être alternative, autant il est difficile de comprendre comment un fait peut être alternatif, sauf peut-être en mécanique quantique, mais il y a des physiciens bien plus compétents que moi sur cette question. Alors, la version alternative, par excellence, de l'affaire du 11 septembre, c'est qu'il s'agit d'un inside job, que les immeubles, et on va nous expliquer à travers différentes théories, que des explosifs avaient été déposés, soit dans les fondations, soit à différents niveaux. Et donc, cette théorie alternative, c'est la théorie de la démolition contrôlée, qui est un terme qui est emprunté aux sciences de l'ingénieur, et que c'est précisément ce qui se serait produit, l'impact des avions n'ayant joué qu'un rôle tout à fait marginal, ou peut-être même un rôle visant à détourner l'attention sur la réalité que des forces occultes, et c'est pour ça qu'on est tout à fait fondé à parler de théorie du complot, des forces obscures. C'est pour les uns, comme on a évoqué tout à l'heure, ça serait les Pakistanais, l'administration américaine, le Mossad, qui on voudra, peu importe. Voilà la théorie alternative qui est lancée. Robert Forisson a tout autant une théorie alternative. Parce qu'on lui demande, bon, est-ce qu'il y a des chambres à gaz? Oui, non. Et s'il y en a, mais à quoi ont-elles servi? Son explication est très simple, c'est que, comme vous pouvez le lire ici, le Troisième Reich ne recherchait pas la solution finale nullement,
il visait à déporter les Juifs soit en Palestine. En attendant, il convenait de traiter les Juifs européens comme une minorité hostile ou possiblement hostile. Et il nous explique ainsi que les camps étaient des camps, disons, de concentration, au sens où on concentrait des gens, mais pas des camps d'extermination. Et lorsqu'il est parfois amené à être confronté à des évidences de chambres à gaz, il explique qu'il s'agissait d'installations de désinfection, puisque la promiscuité de ces camps rendait nécessaire les mesures d'hygiène radicales. Donc une théorie alternative et qui, en matière de climat, sera l'alternative, on y faisait aussi allusion ce matin, que... Alors, il y a plusieurs théories alternatives. Il y a soit il n'y a pas de réchauffement, mais celle-là commence à être franchement difficile à tenir de nos jours, elle a eu son heure de gloire de passer, soit le réchauffement est dû aux variations de l'activité solaire, et un éminent universitaire français qui avait été l'auteur de cette courbe, qui elle aussi a été montrée pleine de défauts par les spécialistes, mais qui visait à montrer que les variations de la température étaient corrélées aux variations de l'activité solaire. Là encore, le prochain orateur expliquera ça bien mieux que moi. Après avoir semé le doute, après avoir proposé une version alternative, il reste maintenant à convaincre de cette version alternative. C'est là qu'intervient davantage la science, précisément, et c'est là peut-être ça va intéresser les discussions par la suite, puisque la science joue un grand rôle, ne serait-ce que par l'effet d'autorité du chercheur. M. Guillaume du CNRS rappelait ce matin que le fait d'intervenir à la télévision avec le sous-titre en dessous, directeur de recherche au Sénat, ça vous pose un propos, c'est pas pareil que d'intervenir avec un petit bandeau balayeur à la RATP, évidemment, ça donne une crédibilité, une autorité, et ces arguments d'autorité vont être utilisés par tous les différentes familles de discours que j'ai évoqués. Donc là, des témoignages de personnalités sur les attentats du 11 septembre. Vous voyez là, c'est écrit un petit peu petit, mais il y a je ne sais pas combien de physiciens, je ne sais pas combien de professionnels de l'aviation, je ne sais pas combien. C'est l'argument d'autorité. Exactement la même chose avec le climat. Liste de scientifiques sur le réchauffement climatique qui sont sceptiques. Alors, ça vise à mêler des scepticismes de nature tout à fait différente, mais c'est l'effet d'accumulation comme ça, d'arguments d'autorité. Et dans le cas du génocide, l'utilisation de... Je ne vais pas y arriver, voilà. L'utilisation de l'argument d'autorité était encore plus vicieux, en quelque sorte, puisque cela reposait sur le témoignage d'un déporté lui-même, qui était Paul Racinier, qui, dès l'après-guerre, publie un livre qui s'appelle « Le mensonge d'Ulysse », où il va lancer lui-même, pour des raisons liées à la psychologie détraquée de ce monsieur, l'idée qu'il n'y avait pas eu de chambre à gaz. Alors, évidemment, Forisson et autres négationnistes vont s'emparer du cas de Racinier en disant, mais vous voyez, même un ancien déporté vous le dit, c'est un argument d'autorité qui est plus moral, on a plus d'arguments d'autorité quantitative, on va dire, vous voyez, nous sommes des centaines et des milliers de gens très qualifiés à penser tout ça. Là, c'était sur un mode beaucoup plus individuel. Un autre moyen de légitimation visant à renforcer comme ça une théorie dite alternative, c'est d'en appeler à l'apparence de la science. Vous voyez, le Journal of Historical Review, vous le prenez comme ça. Vous n'êtes pas historien, vous dites ça a l'air d'une revue historique, ça a tout l'air, il y a écrit journal, il y a un sommaire, il y a un comité de lecture, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à une revue officielle. Sauf que c'est une revue révisionniste, c'est exactement l'équivalent des annales d'histoire révisionniste française de Robert Forisson, qui ont été publiées pendant plusieurs dizaines d'années. Les complotistes sur les questions du 11 septembre ont également créé un Journal of 9/11 Studies, qui vous explique dans sa déclaration d'intention qu'il fonctionne comme une revue à comité de lecture et qu'il acceptera les publications après évaluation par son comité de lecture de toute étude, et c'est là que l'idée, le discours est très intéressant, de toute étude visant à remettre en cause la version officielle des attentats du 11 septembre. Donc c'est toute étude, mais avec cependant un biais dans le choix des études en question. Je n'ai pas trouvé dans le domaine climatique d'équivalent de revues, et je serais heureux d'ailleurs si le prochain orateur pouvait répondre à cette question. Est-ce qu'il y a des revues fondées délibérément pour avoir l'apparence d'une revue scientifique et propager le discours climato-négationniste? Ce matin, Mme Masson-Delmotte faisait également allusion aux revues prédatrices. Je pense que c'est un problème que l'on sous-estime considérablement dans le milieu scientifique et journalistique aussi. Donc, ces revues prédatrices, rappelons-le, qui sont fondées sur l'inversion
du financement de la publication de l'article scientifique. C'est-à-dire jusque-là, on payait pour lire, savoir une bibliothèque universitaire, de laboratoire, s'abonnait à une revue, et donc c'était les lecteurs qui payaient, mais publier était globalement gratuit. Et ces revues en accès libre inversent le système, c'est-à-dire maintenant on paye pour publier, mais en échange, c'est l'open access, l'accès libre, n'importe qui peut lire. Ce qui n'est pas en soi ni mauvais ni bon, c'est une évolution, mais qui a été habilement détourné par des revues dites prédatrices, qui publient absolument n'importe quoi dans le seul but de gagner les frais de publication payés par les auteurs. Ces revues prédatrices sont fondées un petit peu comme la Journal of Historical Review, finalement, qui avait fondé le système dans les années 80, sur l'apparence d'une revue scientifique. Si vous ne vous connaissez pas particulièrement ce champ, qu'est-ce qui vous dit que The Open Chemical Physics Journal, qui publie des articles qui ont l'air très savants, etc., est une revue prédatrice? Rien, quand on ne connaît pas le champ. C'est pourtant cette revue qui a publié cette étude Active Thermitic Material Discovered, voilà, qui nous explique qu'on a découvert des nanothermites, donc des composés chimiques dans les ruines du 11 septembre, et que ces nanothermites sont interprétés, la présence de ces composés est interprétée comme la preuve qu'il y a eu une explosion dans les fondations même du 11 septembre. Donc, il y a eu un inside job, comme on disait tout à l'heure, que ce n'est pas l'impact des avions au sommet des tours, mais bien des explosifs placés à leur base qui a conduit à leur effondrement. Cet article donc, a été publié. Je voudrais dire deux mots, parce que je pense souvent dans le monde scientifique, on a tendance à dire bon, il n'y a que les gogos qui publient dans ce genre de revue, ça n'a pas vraiment d'impact, etc. Bon, cette revue, The Open Chemical Physics Journal, avait à l'époque pour rédactrice en chef plutôt, une éminente chimiste parisienne qui avait accepté de prendre la direction de cette revue. Elle a découvert un jour que cet article avait été publié dans la revue qu'elle était censée diriger. Donc elle a donné sa démission de cette revue, mais le mal était fait, l'article est publié, ce n'est pas le type de revue, vous avez bien compris que seul l'appât du gain les motivait, qui est susceptible de rétracter un article, de le retirer de la littérature scientifique, comme c'est le cas dans les cas de fraude. Et donc, d'une certaine manière, le mal est fait, et un article d'apparence scientifique qui vise à démontrer que ce sont des explosifs qui ont conduit à l'effondrement des tours jumelles, est aujourd'hui en circulation dans quelque chose qui ressemble à de la littérature scientifique. Oui, j'ai fini. Donc mon propos était de voir que ces histoires-là ne sont pas nouvelles et que finalement les historiens, il pourrait être intéressant de voir comment les historiens qui font face aux négationnistes depuis très longtemps, depuis Racinier et depuis Forisson, y font face. Et précisément, quand on a confronté à l'ognontologie dans le domaine des vaccins aujourd'hui, dans le domaine du réchauffement climatique, peut-être il serait bon de s'inspirer des historiens, et tout ça dans un contexte où le président de la République a annoncé son intention de faire voter une loi contre les fausses nouvelles. Il me semble que les historiens ont, à juste titre, sont arrivés à la conclusion qu'il fallait une liberté pour l'histoire. C'est une pétition qui a été signée par les principaux historiens français et qui a abouti à un mouvement, Liberté pour l'Histoire, qui contestait toutes ces lois mémorielles interdisant ceci, recommandant cela, alors recommandant le rôle positif de la colonisation, interdisant la négation de l'esclavage, etc. Les historiens en arrivent à la conclusion que rien ne vaut la liberté de débat, que toute tentative d'interdire un propos, une fausse nouvelle, etc., va contribuer à une victimisation, une culpabilisation, etc., et à donner encore plus de poids à ce faux propos. Et je voulais donc terminer par proposer à la réflexion collective le principe vraiment de liberté absolue d'expression, sauf évidemment incitation à provocation à la haine raciale, etc. Mais en tout cas, ne pas cibler une fausse information en soi comme étant un délit. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Nicolas Chavassou-Louis. Alors, on vous retrouvera comme vous voulez, soit pour la deuxième conférence, vous pouvez la suivre depuis les fauteuils ou depuis la salle. Mais on vous retrouvera dans une dizaine de minutes pour la discussion avec la salle. J'accueille maintenant Emmanuel Vincent, qui est climatologue et fondateur de Climate Feedback. Merci. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors, je me présente rapidement. Je suis Emmanuel Vincent, donc j'ai fait une thèse sur le climat et l'importance des cyclones tropicaux dans le climat à Paris. Ensuite, je suis allé aux États-Unis, donc où j'ai fait un postdoctorat au MIT
sur le même sujet. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire la presse aux États-Unis et qui m'est venue l'idée de démarrer un projet pour que les scientifiques puissent s'exprimer quand il y avait des informations fausses ou qui pouvaient porter à question par le public. Donc c'est là où j'ai lancé le site Climate Feedback, il y a à peu près 3 ans maintenant. Voilà, donc l'idée, c'est de donner un outil à la communauté scientifique pour pouvoir répondre à la désinformation en ligne et pas uniquement à la désinformation, mais aussi valider des informations quand elles sont correctes, mais que les gens se demandent si c'est effectivement le cas. Alors, un petit peu pour remettre un petit peu le paysage, c'est important de voir que le contexte a changé récemment. Une des citations que je mets ici d'un journaliste, c'est de montrer que les journalistes ont perdu le contrôle de la distribution. Ça, c'est quand même important parce que ça veut dire qu'ils vont avoir différentes incentives, en anglais, désolé. Oui, enfin, ils vont avoir différentes raisons pour publier des informations. Et, par exemple, le fait d'apparaître sur Google ou Facebook, qui drive maintenant 80% du trafic, c'est quelque chose d'important pour les journalistes. Donc ça va changer un petit peu, il faut quelque chose de plus accrocheur peut-être qu'avant. Et sur Google et Facebook, il n'y a pas de filtre de l'information. Vous pouvez essayer de vous renseigner sur la Grande Barrière de Corail et trouver tout et son contraire. Donc par exemple que la Grande Barrière de Corail est en danger de disparaître ou alors qu'elle va très bien. Donc toutes les informations sont mises sur un pied d'égalité, aussi bien sur Google, comme je montre ici, que sur Facebook, qui est responsable en grande partie des informations qui vont être les plus populaires sur Internet. Donc là, je vous montre les 25 histoires ou articles de presse sur le climat qui ont été les plus populaires sur les réseaux sociaux. Donc c'est avant tout Facebook qui pilote cette popularité en 2017. Donc vous voyez qu'il y a des articles qui ont été publiés interagis sur Facebook jusqu'à environ 1 million de fois et ça décroît assez rapidement. Et donc, ce que l'on fait dans ce réseau de scientifiques, et je vais vous expliquer les détails, là je vous donne le résultat, c'est de demander aux scientifiques de valider, d'évaluer la crédibilité scientifique. Donc ici, en vert, c'est les articles qui ont été jugés corrects, donc sans erreur de fait scientifique. En rouge, ceux qui ont été jugés faux ou contenant vraiment une information trompeuse. Et en jaune, ceux qui étaient plus limites, c'est-à-dire qu'ils vont avoir beaucoup d'informations correctes, mais qui peuvent tromper quand même le lecteur. Et donc, vous voyez que sur ce palmarès de l'année 2017, 33% des informations, des articles les plus populaires, en fait, contiennent des informations fausses. Donc, l'année précédente, on l'avait fait pour les 10, et c'était 50% des articles faux, donc il y a peut-être un petit progrès. Ça ne représente pas forcément non plus l'ensemble des articles, il y en a des centaines de milliers, donc ce n'est pas possible de tout regarder. Et il y a environ la moitié qui sont à la fois corrects, mais qui ne présentent pas du tout d'informations trompeuses. Voilà, donc c'est assez inquiétant si vous avez la moitié des informations que vous lisez qui peuvent être problématiques. Ça, c'est vraiment sur le monde anglophone. Je pense qu'en France, on a quand même moins de problèmes. Alors, le concept, la réaction en tant que scientifique par rapport à ça, ça a été de monter le projet Climate Feedback, qui permet à la communauté scientifique d'écrire des revues de la crédibilité de l'information qui est vue sur Internet, dans les médias, et de donner du feedback au public pour que les gens puissent savoir quelles sources d'informations sont les plus fiables, aux journalistes et éditeurs pour ceux qui souhaitent améliorer et apporter des corrections quand il y avait des erreurs, et de manière plus importante maintenant, les nouveaux plateformes d'accès à l'information que sont Google, Facebook et d'autres, et pour leur proposer des indices de crédibilité d'information pour qu'ils puissent mettre en avant différemment peut-être des sites qui sont plus ou moins crédibles, ce qu'ils ne font pas pour l'instant, mais que les deux compagnies disent qu'ils veulent faire. Et donc, de manière vraiment très succincte, le concept, c'est d'avoir des scientifiques qui vont évaluer des articles de presse et leur donner des notes de crédibilité. Alors, pour plus en détail, je vais vous présenter deux transparents sur la méthode que l'on utilise. Donc, la première transparent, comment on travaille. Donc, on est 2 personnes à travailler principalement sur ce projet, un éditeur scientifique et moi-même. Et donc, on sélectionne les articles que l'on voit être influents donc, sur les réseaux sociaux, donc le nombre de partages, d'interactions sur Facebook principalement, mais aussi l'endroit où ils ont été publiés. Donc, le New York Times ou Wall Street Journal
quand ils publient quelque chose, ça va être repris dans d'autres journaux. Donc l'influence et la possibilité que l'on a de vérifier les informations. Donc on ne vérifie pas de l'opinion. On peut vérifier des choses qui se prétendent être de l'opinion si en fait ce sont des faits, mais on regarde nous-mêmes, avant d'envoyer aux scientifiques, que c'est vérifiable. Ensuite, on envoie les articles à des scientifiques qui vont le commenter de manière collaborative. Donc il y a plusieurs scientifiques à chaque fois, en moyenne 5 ou 6. Et on a un pool de scientifiques d'environ 300 pour l'instant, qui ont été vérifiés pour avoir un doctorat dans le domaine, et une publication récente dans une publication, ce qu'on appelle top tier, donc c'est-à-dire pas les publications prédatrices, mais vraiment des journaux plus réputés. Et ensuite, on demande aux scientifiques de commenter sur l'article et de donner une note de crédibilité de très basse à très haute. Je vais vous donner les détails. Et ensuite, on partage cette information avec les éditeurs qui sont responsables de la publication. Alors, pour la méthode un petit peu plus précise de la note, ce que on s'est appuyé sur la théorie de critique, donc critical thinking, pensée critique pour démarrer, mais ensuite on a aussi regardé ce que les scientifiques eux-mêmes nous disaient quand ils jugeaient qu'un article était crédible ou non. Et en gros, pour simplifier, ça tourne toujours autour de 6 grandes thématiques. La véracité des faits, donc factual accuracy. Donc vraiment, est-ce que les faits qui sont mentionnés dans l'article sont corrects, sont vrais? Mais ça, c'est qu'une petite partie, donc c'est vraiment le fact-checking, vérifier les faits. Mais ensuite, en science, on ne donne pas juste des faits, on va expliquer ces faits et leur donner une compréhension. Donc la compréhension, l'explication des faits dans un cadre théorique peut être correcte ou non. Donc c'est une autre chose que l'on peut vérifier sur un article. Et enfin, souvent dans les articles de presse, il y a une certaine argumentation vers une conclusion, donc il y a une logique et un raisonnement qui peut aussi poser problème ou non. Donc je vais illustrer ces 3 points dans les transparents suivants. De manière aussi générale, la précision du langage compte, puisque si on parle de quelque chose sans avoir le bon terme pour ce que l'on essaie de parler, on peut amener à tromper les gens. La crédibilité, la qualité des sources qui sont utilisées, donc c'est souvent les scientifiques ou des articles qui sont mentionnés pour justifier une affirmation. Et ensuite, le biais. Donc, par exemple, si un journaliste va déterminer que, par exemple, les climato-sceptiques ont raison, et la plupart des scientifiques disent ça, mais c'est les climato-sceptiques qui ont raison, donc c'est un biais qui est imprimé par le journaliste lui-même et qui peut tromper aussi l'audience. Alors, des exemples concrets maintenant. Je vous montre ici un outil que l'on utilise. Donc, c'est directement dans votre browser web. Donc, il y a l'adresse ici, l'article d'origine. Donc, c'est l'article du New York Mag, le plus influent de l'année, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et l'outil qu'on utilise nous permet aux scientifiques de sélectionner des phrases et d'aller mettre un commentaire qui est visible si vous avez un plugin dans votre browser. Et donc, dans ce cas, le scientifique peut inclure des figures, un raisonnement, des liens vers des références scientifiques. Et donc, c'est la phase de travail, un petit peu où tous les scientifiques vont commenter comme ça le texte. Ensuite, on collecte tous ces commentaires. On demande aussi aux scientifiques de faire une évaluation globale et de proposer une note. Et ça, c'est sur notre site web, climatefeedback.org. On montre la note finale. Et ici, c'est un histogramme qui montre différentes notes qui ont été données. Donc, il y a une certaine... un petit désaccord, on va dire, entre certains scientifiques. Certains vont dire que c'est de crédibilité élevée. La majorité va dire que c'est de crédibilité faible. Donc, on montre la diversité. Et on montre les scientifiques ici. Donc, pour un petit aparté, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule femme. Donc, le même problème qui a été évoqué précédemment. Et dans notre cas, nous avons dans notre réseau 30% de femmes, 70% d'hommes. Donc, il y a aussi un deuxième biais qui est que quand on invite les scientifiques, on a plus de réponses des hommes. Donc, ça avait été évoqué avant. Donc, la même observation de notre côté. Voilà pour le petit aparté. Donc, si vous avez des idées sur comment on fait pour que les femmes soient plus intéressées à participer à ce genre d'initiative, je suis preneur. Donc voilà, sur notre site ensuite, je ne vous montre pas tous les détails, mais on montre cette note de crédibilité globale, on le partage sur les réseaux sociaux et on va expliquer toutes les annotations qui ont été faites par les scientifiques. Donc, dans ce cas-là aussi, une fois qu'on a donné notre feedback à l'éditeur, ce qu'ils ont fait,
c'est qu'ils ont republié une deuxième version de l'article qu'ils ont annoté eux-mêmes en donnant plus d'informations et en corrigeant certaines fautes que l'on avait notées. Et donc, ils ont voulu faire une correction, on va dire, et donner plus de justification pour certaines choses qui avaient été discutées. Donc, pour aller dans les exemples de types de problèmes que l'on rencontre, donc le plus simple, ça va être les erreurs de fait. Donc, par exemple, dans cet article-là, qu'on avait évalué, il y a une phrase à un moment qui dit « Il n'y a pas eu de réduction du pH océanique dans le dernier siècle ». Donc ça, c'est le plus facile à répondre. Donc les scientifiques, quand ils vont répondre sur ça, ils vont simplement montrer les données. Là, c'est un point, mais on peut le répéter partout sur la planète, où on voit simplement qu'il y a une diminution du pH. Donc c'est facile pour répondre. Ça ne veut pas dire que ça va convaincre cette personne. Mais donc voilà, les scientifiques vont expliquer simplement et mettre un petit tag en disant que c'est factuellement faux. Un deuxième type de problème, ça peut être avec les explications, comme je vous l'avais dit. Donc ici, un manuel qui a été envoyé à tous les scolaires, tous les professeurs des États-Unis, et donc qui contient que des erreurs sur le climat. Une d'entre elles, c'est de dire que c'est le forçage solaire qui explique le réchauffement climatique. Donc je vais vite, c'est pour illustrer le concept, puisque vous donnez le contenu, mais les scientifiques vont pouvoir expliquer qu'il y a des marques sur le climat qui seraient différentes si ça avait été le Soleil qui a influencé le climat. Par exemple, le fait que la haute atmosphère se refroidit alors que la surface se réchauffe. Et donc ça, c'est caractéristique d'un réchauffement par gaz à effet de serre et non pas par le Soleil. Donc c'est un différent type de réponse à ce genre d'argument. Et enfin, on peut utiliser que des faits qui sont corrects, mais arriver à une conclusion qui ne l'est pas. Donc par exemple, le spécialiste dans ce cas, ça va être Björn Lomborg, qui présente très bien, il passe partout à la télé, France 24, etc. Mais il n'y connaît rien. Et donc il va dire des choses comme les îles du Pacifique ne disparaissent pas, la montée du niveau de la mer, c'est pas grave en fait. Donc il va dire des choses qui sont vraies. Par exemple, quand le niveau de la mer monte, on va construire plus de corail. Donc voilà, les îles ne disparaissent pas tout de suite, ce qui est effectivement vrai. Mais il va ensuite conclure, par exemple, donc c'est juste un outil pour lui, pour conclure, l'argument, le Climate Agreement de Paris ne sert à rien. Et donc le problème est dans la logique, dans ce genre de... Donc les scientifiques vont aussi noter ça. Par exemple, parler de cherry picking, c'est-à-dire prendre un tout petit fait et essayer de le gonfler pour en conclure quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, je passe sur celle-ci, on n'a peut-être pas le temps. Voilà, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est qu'au-delà de donner de l'information au public et aux journalistes, ce que l'on fait aussi, et ce que l'on essaye, c'est d'être en partenariat avec ces entreprises comme Google et Facebook qui contrôlent l'information. Et du fait que Climate Feedback est un fact-checker vérifié par ce réseau, on va avoir nos résultats qui sont mis en avant par Google. Et ça, ce n'est pas encore le cas pour nous, mais ça l'est pour d'autres fact-checkers, aussi mis en avant sur Facebook. Quand vous voyez un article, vous allez voir le fact-check en dessous. Donc pour Google, encore une fois, quand vous cherchez le nom d'un journal sur Google, vous allez voir les fact-checks que l'on a réalisés, entre autres, et il y a aussi d'autres, par exemple Snopes, qui est un autre fact-checker. Voilà, donc j'invite à questions, et si vous aviez des réflexions pour m'envoyer par email, voilà mon email. Merci. Merci Emmanuel Vincent. Venez vous asseoir. Évidemment, Nicolas Chavassou-Louis nous rejoint également. Alors c'était vraiment très intéressant de vous écouter parce qu'on a eu au début la mécanique, comment le doute s'installe, comment on essaye de nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Et puis, comment on contrecarre ça, comment on s'oppose à ces théories en essayant de le faire le plus rigoureusement possible. Mais quand même, en vous écoutant, et d'ailleurs, j'invite les gens à lever la main pour qu'on vous apporte un micro pendant que je pose ma première question, mais en vous écoutant, je me disais, c'est tellement plus facile d'instiller le doute, de raconter n'importe quoi, avec zéro crédibilité, juste l'envie de le faire, et puis de raconter des histoires. C'est vrai qu'on a toujours un peu un goût pour ce qui est caché, pour le complot, donc on est réceptif à ça. Et la rigueur avec laquelle... Alors, ça demande de la transparence, ça demande de faire ça collectivement, mais finalement, n'importe qui peut envoyer ça, même malgré toute la bonne volonté que vous y mettez, tout le monde peut envoyer ça d'un revers de main en disant « mais de toute façon, ils sont au solde de je ne sais pas quel... voilà, c'est bidon, c'est n'importe quoi. » Et du coup, comment on fait pour que ce genre d'initiative ait vraiment l'effet escompté, c'est-à-dire que ceux qui se seraient laissés embringuer dans des théories fumeuses vous fassent confiance? Est-ce que vraiment ça marche? Ouais. Alors, effectivement, ça prend
toujours 10 fois plus de temps d'aller vérifier et expliquer une erreur que de simplement produire un post de blog et de le publier sur Internet. C'est beaucoup plus facile. Donc, il faudrait qu'il y ait peut-être 10 fois plus d'impact quand on publie quelque chose de faux, que ce soit proportionnel. C'est-à-dire qu'il y ait une motivation à ne pas faire ça. Et donc, je pense que la seule instance maintenant qui contrôle suffisamment l'information pour pouvoir dissuader ce genre d'information, c'est effectivement ceux qui contrôlent le passage. Et avant, c'était les journalistes, sur Internet en tout cas, et maintenant, c'est avant tout Google et Facebook. Donc, si eux disent « Ah, ben, si vous publiez quelque chose de faux, derrière, on va vous donner moins de visibilité », Oui. c'est ce qui pourrait avoir le... Oui, mais le tout plus le danger, c'est d'impact. qui décide de ce qui est faux et de ce qui est vrai. Après, on revient toujours à cette... Parce que, bon, vous avez l'air de faire ça très honnêtement, mais on peut pas s'empêcher de penser qu'un jour, des gens qui auront les leviers du faux, du vrai, les agiteront pas forcément dans le bon sens. Est-ce que vous trouvez, Nicolas Chevassoulou, vous qui avez vraiment réfléchi à la façon dont on fait émerger le doute et dont on colporte des faits alternatifs, est-ce que vous trouvez que ça, c'est une réponse qui semble la bonne? Oui, c'est une excellente réponse. Je me posais juste la question de savoir comment les scientifiques qui sont notoirement débordés, ne serait-ce que par la relecture d'articles scientifiques, prennent en plus le temps de relire les articles de presse. Oui, alors bon, les scientifiques qui participent le font de manière bénévole, et Ouais. donc nous travaillons pour leur faciliter le travail. Mais effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire un système qui ne prend pas trop de temps scientifique. Donc c'est pour ça qu'on en a plusieurs et qu'on va leur poser à chacun une ou deux questions. Et les 5 scientifiques vont avoir une réponse complète, sachant que chacun va utiliser seulement 20 à 30 minutes de son temps et avoir une réponse collective plus forte. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? S'il y en a plusieurs, alors on ne va pas pouvoir toutes les prendre, on va en prendre 3 et puis vous répondrez aux 3 questions. Merci infiniment de votre colloque et puis une très bonne année à tout le monde parce que c'est très intéressant. Donc ma question, elle est double. Pour avoir assisté à une conférence de presse, je la cite, c'était sur les vaccins, il y avait quelques journalistes qui étaient là, il y avait 2 scientifiques, donc tout le monde en a entendu parler, sauf qu'aucun journaliste pratiquement n'a posé de questions. Et un des journalistes a fait un billet d'humeur, moi j'y étais, j'ai lu son article, je lui ai écrit en disant « Vous ne pouvez pas faire un billet d'humeur sur une ambiance ». Je dis « Pourquoi vous n'avez pas posé de questions ?» Et ma deuxième, alors je pose la question, pourquoi des journalistes, lorsqu'ils sont, et d'autant plus que ce journaliste a dit « Nous, journalistes scientifiques, nous ne sommes pas des scientifiques », il l'avait dit précédemment, et nous n'avons pas à nous ingérer dans ces colloques. D'accord. La deuxième réponse, la deuxième question, c'est vous avez certains médias qui hébergent des blogs. Sur un des médias, il y avait quelqu'un qui avait un blog et qui a dit d'énormes mensonges et voire insultantes. Donc j'ai écrit à ce média et ce média m'a dit « Nous ne sommes pas responsables des blogs, or l'audience qu'il a est énorme. Voulez-vous, madame, avoir un blog chez nous ?» C'était pas mon sujet. Mon sujet, c'était qu'il hébergeait des blogs avec des choses complètement incohérentes. Moi, je suis une tête chercheuse sur Internet, je vérifie tout. Et donc, si vous voulez, il faut quand même que les médias soient quand même beaucoup plus, les journalistes, beaucoup plus à chercher l'enquête et quand même plus pointus. Parce que autoriser ça, c'est-à-dire n'importe qui, moi je peux dire, aujourd'hui, tout est fou dans la salle, ça sera sur un média. Ça ne va plus, ça. Merci. Donc les gens sont... On a compris. Voilà. Il y a déjà eu 2 questions. On a Merci. compris. On va prendre plusieurs questions dans la salle. Si possible, de gens qui n'y en ont pas déjà posé. Monsieur, comme vous avez posé la question tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Vous reposerez une question. La question porte sur une possibilité d'accélération très forte du rythme de publication d'articles dans les grands médias à caractère scientifique par intelligence artificielle et par robot, avec un risque que votre activité puisse être débordée par ce nouveau rythme automatisé, plus ou moins automatisé de publication. Voilà. D'accord. Alors, c'est intéressant.
Oui. Oui, bonjour. Moi, la question est très simple. Je reviens tout à fait au départ. Il y a beaucoup de désinformation, notamment sur Internet. Mais Monsieur Chevassus, pourquoi, au fait, ça prend énormément d'énergie de faire cette désinformation. Elle est très bien faite. Ouais. Moi, je vais parler cet après-midi de pesticides et de biodiversité. Mais au fait, pourquoi? J'ai identifié, moi, des questions, des motivations idéologiques, religieuses à l'époque de Galilée, aujourd'hui économiques. Est-ce que vous avez essayé de faire la liste de toutes ces motivations qui poussent à toute cette énergie, cette débauche de désinformation? Oui, c'est une bonne question. Bon, alors on va essayer de faire avec ça, on va essayer de tricoter une réponse en 5 minutes pour ensuite faire la table ronde. C'est vrai, c'est une question que je me suis posée. Quel est l'intérêt? Est-ce que eux-mêmes, ceux qui colportent, finalement, sont convaincus de ce qu'ils racontent, ou est-ce qu'ils, eux aussi, obéissent à des forces occultes avec des intérêts cachés à colporter toutes ces rumeurs? Mais je pense que vous avez listé les principales raisons, y compris dans l'ordre, la séquence historique que vous avez proposée, religieuse. Les premières théories du complot, elles apparaissent avec l'abbé Baruel à la suite de la Révolution française, précisément parce qu'il ne supporte pas la Révolution française, donc il invente la théorie du complot maçonnique expliquant la Révolution française. Aujourd'hui essentiellement économique. C'est toute la question du climat, on sait très bien que c'est largement, toutes les usines à ânnerie sont largement financées par l'industrie des énergies fossiles. Et puis les motivations idéologiques, politiques. Forisson est un homme d'extrême droite, et on sait bien que ça fait partie du vocabulaire de l'extrême droite. J'avoue cependant que pour avoir rencontré et vu des gens de Reopen 9/11, je n'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent passer leur vie entière, alors qu'ils n'ont intérêt ni économique, ni politique, ni idéologique, à démontrer qu'il n'y a les attentats du 11 septembre sont je n'arrive pas à comprendre. Mais très sincèrement, je ne sais est-ce pas. que certains sont sincères? Est-ce que certains Je pense que ce croient sont des gens aux théories parfaitement qu'ils sincères. défendent? Ce sont des gens parfaitement sincères. Il y a peut-être une question de notoriété aussi, quelqu'un qui sort Ouais, du... Voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire pour quelqu'un comme Björn Lomborg, il trouve une place comme dans un écosystème, il a sa place là. Et s'il essayait de faire de la science, il n'y arriverait pas. Ouais. Pour survivre, il lui faut de l'argent. Et s'il dit ça, les journalistes vont l'inviter. Il va avoir de l'argent, il va avoir de la publicité. Donc il y a cette motivation-là, c'est trouver la position de la personne qui dit non. Et cette personne-là, elle est intéressante pour certains journalistes. Bon, et dans les 2 premières interventions, il y avait cette idée que les journalistes ne font pas assez leur travail de vérifier, de savoir, de prendre parti, et l'idée que peut-être on pourrait se servir de l'intelligence artificielle pour trier le bon grain de livret. Une réaction? Oui, alors pour l'intelligence artificielle qui produirait des fausses informations, pour l'instant, on est déjà dans. C'est super facile finalement de produire des blogs qui font une demi-page et qui ont un titre faux. Donc, il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle, une intelligence très, très sommaire suffit pour produire de la... Pour produire... Par contre... pour vérifier ensuite. Voilà, pour vérifier, je connais une nouvelle entreprise, une start-up, par exemple à Londres, qui s'appelle FactMata, qui essaye de vérifier et d'avoir autant que possible une automatisation de la vérification. Ouais. Alors, par expérience, je pense que c'est quand même très difficile, et notamment parce que ce que je montrais, c'est que ce ne sont pas forcément les faits qui vont avoir un problème, mais c'est la logique ou les explications. Et ça, avant qu'une intelligence artificielle arrive à comprendre une logique, je pense qu'on en est quand même loin. Un avis aussi sur le travail des journalistes, puisque je rappelle, vous êtes journaliste, sur le travail des journalistes qui parfois ne font pas assez leur rôle de nous aider à trier le vrai du faux. Oui, mais je pense que ça n'a pas de sens de parler des journalistes, autant ça a un sens de parler des scientifiques. D'ailleurs, on parle des communautés. La communauté scientifique, ça a pour moi un sens, compris à l'échelle internationale. Autant la communauté journalistique, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun rapport, ça a été dit ce matin, entre travailler pour une chaîne d'information en continu et travailler pour un quotidien, pour un magazine d'enquête, etc. Ça n'a aucun... Donc, je ne vois pas bien comment on peut parler des journalistes en général. Ou alors sur le fait que certains médias laissent des blogs sans forcément contrôler le contenu. Oui, alors il se trouve que je travaille pour un de ces médias, Mediapart en l'occurrence, et il est extrêmement rare que des blogs soient supprimés, sauf les questions de législation, par l'interdiction de la propagation de l'idéologie raciale, etc. Alors voilà, comme ça le nom est donné. Il se trouve que vous pouvez particulièrement répondre à cette dame puisqu'elle parlait de Mediapart qui avait... Le seul raison d'interdire des blogs, c'est la législation en vigueur qui interdit la provocation à la haine raciale, etc. C'est la ligne de conduite qui a été retenue. Voilà. Mais il y a peut-être quand même moi, j'appuierais quand même sur la responsabilité, non pas interdire ou pas, mais Mediapart, s'il peut choisir le degré de qualité qu'il souhaite, donc avoir des critères qui ne sont pas juste ne pas inciter à la haine raciale, mais vérifier ses propos, ce genre de choses, ça pourrait être une ligne de conduite qui est donnée.
et qui garantit une Alors, meilleure qualité. Par exemple, si un climato-sceptique ouvre un blog sur Mediapart, le blog Mais il y en est a supprimé un. Il y ou en a pas? un, celui que je citais tout à l'heure. Ouais. Il y en a un. D'accord. Et ça ne vous pose pas de problème? C'est un parti pris de défendre avant tout la liberté d'expression et le travail de vérification et le débat, etc. Et qu'on gagne plus à débattre qu'à interdire. C'est un point de vue. Après, je sens dans la salle que ça suscite le débat. On aura peut-être l'occasion pendant la pause déjeuner de venir débattre avec vous sur ces questions. Merci à tous les deux.